Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Alors, on va se tutoyer aujourd'hui parce qu'on se connaît, on est amis. Aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter sur ce podcast. Ça fait assez longtemps qu'on en parle parce qu'on voulait discuter ensemble et partager avec tous ceux qui nous écoutent autour de ces sujets de l'entrepreneuriat, du fait de changer un peu de voie, changer de travail, essayer de trouver quelle est notre vocation, passer à l'action, faire le pas un peu dans le saut dans le grand vide, etc. Et on a eu beaucoup de discussions en privé, puisque c'était par rapport à Femme à part et tout ce que j'avais vécu par rapport à ça. Et voilà, on voulait discuter toutes les deux parce que je suis sûre que ça intéressera beaucoup d'entre vous d'écouter un petit peu ce par quoi Marie est passée, parce que je pense qu'elle a eu un parcours plutôt classique, on va dire, au début. Et maintenant, aujourd'hui, elle se lance dans une grande aventure qu'elle va nous raconter. Et c'est intéressant de voir comment elle a réfléchi, comment elle est passée de déjà s'autoriser à rêver, ensuite passer du rêve à l'action, ne pas rester juste dans les idées, mais concrètement faire bouger les choses. Et comment faire aussi pour trouver des choses qui sont adaptées à nous, à notre tempérament, à notre vocation aussi spécifique. Enfin, comme je le dis souvent, on a chacune des talents que l'on doit faire fructifier. Et c'est le cas de Marie qui va nous en parler aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez déjà beaucoup d'entretiens, de témoignages qui sont disponibles sur la chaîne. Donc, vous pouvez aller dans les playlists témoignages ou entretiens et vous en trouverez d'autres. Et si vous préférez les témoignages écrits, vous avez le livre d'or sur le blog femmeapart.com. Vous regardez dans la description. Tous les liens y sont. Et puis, écoute, sans plus attendre, Marie, je te propose de te présenter rapidement, de nous raconter un peu qui tu es et peut-être ton parcours professionnel jusqu'à maintenant. Très bien, merci Thérèse, merci de me recevoir. Je me sens vraiment très honorée de livrer mon témoignage sur ta chaîne. Et pour dire vrai, je ne pensais pas un jour prendre la parole à ce micro. Donc, merci beaucoup. En quelques mots pour me présenter, j'ai tout juste 40 ans, je suis célibataire et je vis en Île-de-France depuis une quinzaine d'années. Donc, ça fait 15 ans que j'ai une vie professionnelle relativement classique, que je vais un petit peu détailler. Et comme tu l'as dit, après une quête assez longue, je me prépare maintenant à ouvrir mon atelier de vitrailliste en 2025. Et je le dis très clairement, c'était une chose qui était hautement improbable il y a 15 ans. Voilà, donc il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Et c'est ce chemin que je voudrais partager aujourd'hui avec celles qui nous écoutent, parce que je porte un regard maintenant sur ces 15 années où j'ai beaucoup cherché. Il y a eu une longue attente avec des doutes, des peurs, des découragements parfois. Et c'est surtout ce travail que j'ai dû faire sur mon tempérament qui a été important. Et sans cela, je ne pense pas que j'aurais trouvé ma voie aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, grosso modo, comment je compte aborder cet entretien. Pour mon parcours professionnel, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même juste souligner les grandes lignes de l'éducation que j'ai reçue parce que je pense que c'est en grande partie grâce à cet héritage que j'ai aujourd'hui la possibilité de réaliser mes rêves. J'ai beaucoup reçu et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que je suis partie avec un gros bagage d'éducation catholique, culturelle, intellectuelle aussi et ça m'a beaucoup portée. Donc, c'est pas un chemin… Tu veux dire que ça t'a porté en général, même pendant ces 15 ans où tu étais en entreprise, ou ça t'a porté plus pour faire le changement? Non, ça m'a porté pendant les 15 ans, ça m'a porté pour faire le changement. Je tiens à le souligner, ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas un chemin où subitement je me dis maintenant je change tout, je plaque tout, je change de vie et je fais autre chose. C'est vraiment quelque chose qui s'est épanoui. Et ça, je voudrais le dire. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup hésité. Mais sans ce que j'ai reçu, je ne ferai pas de changement aujourd'hui. D'accord. Voilà. Moi, je suis née dans une famille nombreuse catholique. Et si je dois résumer les valeurs que mes parents m'ont transmises, je dirais que c'est la générosité, la persévérance, la stabilité. Et on verra que cette notion de persévérance et de stabilité, pour moi, elle a été très importante. Et ça continue de me définir aujourd'hui. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir accès à une vie culturelle très riche. J'ai eu la chance de faire de la musique classique, de beaucoup voyager, même si on était une famille nombreuse, et ça, c'est pas forcément toujours très courant.
de visiter des musées, d'assister à des concerts. Donc ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marquée. J'ai effectué ma scolarité chez les Dominicaines et très clairement, elles m'ont inculqué l'amour du vrai, du bien et du beau. Et je dois le dire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'école. Moi, ça n'a pas du tout été quelque chose qui m'a pesé. J'ai aimé la réflexion intellectuelle, la littérature, le latin, etc. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai manifesté très tôt un goût marqué pour le dessin. Je griffonnais partout, même sur les murs de ma chambre quand j'étais petite. Alors, je fais un tout petit aparté pour te couper. Je précise que donc la fameuse Marie avec qui je suis en train de parler aujourd'hui et que vous écoutez est donc celle qui fait les dessins que je partage avec vous, les magnifiques dessins des robes de la collection que vous voyez de temps en temps sur Instagram ou autre, ou sur YouTube. Et bien, c'est la talentueuse Marie qui les dessine. Comme ça, voilà, vous aurez déjà aperçu un petit peu sa patte sur ma chaîne et sur mes réseaux. Voilà, juste une parenthèse. Merci Thérèse. Voilà. Mais moi, j'étais une autodidacte en dessin. J'ai cherché seule à progresser. Très intuitivement, en fait, parce que je n'ai pas eu de cours. Donc, on ne m'a pas poussée vers l'art, vers le dessin, mais on m'a laissé faire. Donc, tu as aussi de la discipline quand même, parce que pour être autodidacte, oui. Ouais. Alors, oui, mais je dirais surtout de la curiosité d'esprit, en fait. C'était vraiment quelque chose de fort en moi. Et c'était intuitif. En fait, je voyais un tableau qui me plaisait, il fallait que je le recopie jusqu'à ce que ce soit beau, jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Et voilà, il y a des choses comme ça qui étaient très intuitives, mais c'est vrai que j'allais jusqu'au bout des choses. Et puis, j'ai beaucoup développé par moi-même le sens de l'observation. J'ai testé pas mal différentes techniques avec les moyens que j'avais à ma disposition. Et déjà à l'époque, ce qui me plaisait, c'était l'art sacré. J'aimais beaucoup dessiner des images de communion, de confirmation. Je recopiais des icônes. J'étais fascinée par l'art de Fra Angelico. Voilà, donc ça, c'est un univers en parallèle qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et pourtant, c'est pas dans cette voie que j'ai décidé de faire mes études. Alors, pas parce qu'on m'a découragée, mais parce que cela ne m'est même pas venu à l'esprit d'y penser et donc d'en parler. Ça, c'est une question de tempérament. Je savais que j'avais un talent. Alors déjà, j'avais beaucoup de mal à le reconnaître. J'avais du mal à entendre ça. Mais tout simplement, ça ne venait pas à l'idée de me dire que je pourrais travailler ce talent de manière beaucoup plus poussée. Et puis, pour être honnête, j'avais entendu dire que vivre de son art, c'était plus ou moins utopiste. Malheureusement, ça l'est parfois. Hein. Ça peut arriver. Que ce n'est pas une vie stable. Juste par rapport au fait que tu avais du mal à reconnaître ton talent ou quand on te le disait, voilà, tu avais du mal à l'admettre, tu dis que c'est sûrement dans ton tempérament, mais c'est quoi? C'est la peur d'être trop orgueilleuse ou de oui. se dire… D'accord, ok. Oui, très clairement, c'est ça. Et puis aussi, j'étais quelqu'un de plutôt introverti et timide et je n'aimais pas du tout qu'on me mette sur le devant de la scène, entre guillemets. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose aussi que j'avais en moi. Et donc, je n'avais pas ce qu'on appelle un tempérament d'artiste. Hein. Moi, je suis quelqu'un de calme, de posé, de pas extravagant. Et du coup, inconsciemment et peut-être un peu bêtement, je me disais que je ne serais pas une artiste professionnelle, c'est tout. Donc, je me suis auto-censurée sans même y réfléchir vraiment. En gros, ça restait à côté, ça restait un peu dans tes loisirs. Ça restait un loisir que je cultivais pour moi, pour les autres aussi quand ils me le demandaient. Et puis aussi, à l'époque, je pense que j'aurais eu l'impression de laisser de côté l'attrait intellectuel qui était quand même très, très fort. Et ça, c'est clair que, en particulier quand on est passé chez les Dominicaines, ce côté intellectuel, il a été largement encouragé. Ce n'est pas du tout une critique de l'éducation que j'ai reçue, mais je pense que j'ai été beaucoup plus poussée vers la littérature, la réflexion intellectuelle que vers le travail manuel. Ça, c'est absolument évident. Après, c'est aussi quelque chose qui te correspond. Enfin, complètement. Dans le sens où, voilà, c'est pas autant il y a des personnes, on les force à aller d'un côté qui va pas pour eux, autant dans ton cas, j'ai l'impression que, en fait, c'était deux facettes un peu, ou deux talents que tu avais, le côté intellectuel et le côté artistique. Et finalement, voilà, tu as choisi l'un des deux, mais c'était pas non plus, bon, allez, c'est pas ma vocation, mais j'y vais, quoi. Exactement. Et j'ai eu du mal à savoir comment répartir, entre guillemets, les deux dans ma vie. Quelle place faire à ces deux facettes de ma personnalité. Et ça aussi, ça a mis du temps. Et bon, je pense que c'est normal. On met du temps à se connaître.
Et en tout cas, pour moi, ça a été une partie du problème, hein, si je puis dire. Et puis donc, il y a eu les études avant la vie professionnelle. Donc j'ai commencé des études de lettres classiques avec plus ou moins l'idée d'enseigner. Et puis après, j'ai eu une parenthèse dans ma vie avec un épisode difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu personnel, mais entre autres, j'ai eu des épreuves de santé sur 2 ou 3 ans. Et en fait, j'ai été confrontée à une diminution de mon énergie et puis voilà, de mes forces, de mes capacités. En même temps, le temps passait, j'avais 25 ans. Et du coup, j'ai dû bifurquer vers un cursus beaucoup plus court et plus pratique. Et j'ai fait un BTS tourisme, donc rien à voir. J'avoue. Voilà. Mais bon, je l'avais quand même choisi parce qu'il y avait un lien avec la culture. Et je me disais, d'une manière ou d'une autre, je vais raccrocher avec ce qui m'intéresse, avec le patrimoine, avec la culture. Et puis ensuite, c'était l'entrée dans la vie active. Mais je n'ai pas trouvé de travail dans le tourisme, malheureusement. Donc ça s'est trouvé comme ça. Mais je n'ai pas voulu rester sans rien faire et plutôt que de m'obstiner pendant des mois, voire peut-être plus, à chercher un poste dans ce domaine-là, j'ai accepté un poste dans un grand groupe de formation professionnelle à Paris. Et donc, je suis devenue l'assistante administrative dans le service qui s'occupait des formations linguistiques. Donc, tu vois je me suis retrouvée assez loin de mes aspirations d'origine. La vie nous mène à des endroits improbables parfois. Bon. Exactement. Et en fait, à l'époque, pour moi, j'ai pris des décisions, je dirais, par pragmatisme. Mais il n'y a pas de mal à ça. En fait, je me suis dit, je dois gagner ma vie et il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, je ne veux pas perdre du temps indéfiniment. Et quelque part dans ma tête, il y avait aussi, c'est bien d'avoir la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre, c'est peut-être mieux. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Et j'ai tenté plusieurs fois de trouver un poste qui serait plus en accord avec mon diplôme, mais ça n'a jamais marché. Alors, quelque part, la Providence a peut-être eu aussi son mot à dire là-dedans. Toujours est-il que j'ai poursuivi dans la formation pour adultes. J'ai appris à travailler dans une entreprise. Oui, c'est ça, c'est pas du tout ce monde-là. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Quand je demandais si tu avais évolué dans ton poste ou si c'était… Oui. D'accord. Oui, j'ai évolué parce que tu vas le voir, j'ai saisi en fait les opportunités et petit à petit, j'ai appris plein de choses. À un moment donné, j'ai repris les études 1 an à distance en parallèle du travail. C'était une licence RH. Et ça m'a permis de devenir chef de projet. J'avais un portefeuille client à gérer. J'ai même eu des clients assez prestigieux pour réaliser certains projets. Donc, j'ai quand même eu une vie professionnelle qui était riche et intéressante. Et puis, je me suis aussi intéressée à la pédagogie. Pour finir, à mon dernier poste, j'étais responsable formation. En fait, je dirigeais une petite structure de formation de manière assez autonome, avec tout ce que cela implique en commercial, en administratif, pédagogie, management, marketing. Donc, avec du recul, je me dis, c'est quand même un parcours professionnel plutôt réussi, malgré un démarrage un peu hésitant et contrarié. D'accord. Voilà. Et pourtant, j'ai décidé de bifurquer fin 2022. C'est à peu près là que ça se situe. Alors, mais l'idée de changer… Oui. Quelle a été… peut-être que tu voudrais en parler après. Je ne sais pas si tu voulais aborder le sujet maintenant ou pas, mais j'allais dire quel a été le déclencheur. Enfin, pourquoi d'un coup tu as bifurqué? Alors oui, bonne question. En fait, c'est vraiment ce que je voudrais expliquer à nos auditrices, c'est qu'il n'y a pas eu un moment, un gros tilt. Non, c'est pas ça. Pour moi, ça a été un processus assez long qui a commencé il y a une dizaine d'années, parce que à l'époque, en fait, je m'ennuyais sur mon poste. Ça faisait 5 ans que j'étais assistante, et puis je savais très bien que si je faisais rien, je resterais assistante toute ma vie. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Et donc, au fond de moi, je me sentais un peu à côté de la plaque, si on peut le dire un peu familièrement. Et je sentais que je n'exploitais pas toutes mes capacités, que je pouvais aller beaucoup plus loin. Alors ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste du réalisme. Je savais très bien que j'avais des possibilités et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire pour les cultiver et pour que ça rayonne? Donc, à l'époque, je m'ennuyais. Parce que je faisais des factures, je traitais des inscriptions, je classais des documents. C'était rien de passionnant. Pour moi, en tout cas. C'était étouffant, je me sentais limitée. Donc, à l'époque, j'ai fait, je dirais, un pas de côté. Je me suis dit que j'allais prendre des cours de peinture à l'huile dans un atelier à Paris.
pour me remotiver, pour développer ma fibre artistique. Donc, quelque part, ça tournait quand même en arrière-fond. Mais pour moi, c'était vraiment juste un pas de côté. Parce qu'en fait, j'y allais 3 heures par semaine et c'était tout. Mais c'était ma bouffée d'oxygène. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était plus pour pour avoir quelque chose qui t'épanouit et qui te fait du bien. Et c'est comme ceux qui vont dire, bon, bah, je vais prendre des cours de sport ou me mettre dans un groupe de marche. Ça me fera du bien de voir d'autres gens et une fois par semaine, de prendre l'air. Exactement. Et à cette époque-là, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels de talent, d'autres amateurs aussi. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants. J'ai réalisé de belles œuvres. Et à cette époque-là, il se trouve que le patron de l'atelier donnait aussi des cours dans un autre atelier à côté qui formait des jeunes et des adultes en reconversion pour devenir restaurateur de tableaux. Et ça a été un premier déclic. Parce qu'il en parlait et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et du coup, j'ai pris contact avec l'organisme de formation qui était juste à côté. On m'a envoyé le programme, je l'ai lu, c'était génial. Mais il y a un gros mais, j'ai très vite déchanté. Pourquoi? Il y a 3 raisons à ça. Et du coup, ça a déterminé pas mal de choses pour moi par la suite. En fait, il y avait déjà un énorme problème financier parce que c'était 5 ans d'études. Et ça, c'était insoluble pour moi. Je ne voyais pas comment, à 30 ans, je pouvais me permettre de faire une parenthèse de 5 ans sans gagner ma vie. Ça, c'était pas possible. Oui, en fait, tu pouvais pas, c'était pas des études type cours du soir ou je sais pas quoi que tu pouvais faire le week-end de ton métier. Non, ça permettait d'obtenir un master en restauration de patrimoine, donc orienté tableau. Donc, c'était vraiment des études complètes, très riches et très poussées, mais c'était un problème financier que je ne pouvais pas résoudre. Je n'avais pas suffisamment d'économies, enfin, c'était impossible. Et sinon, à part le point de vue financier, tu te serais vu, enfin, si par exemple tu avais eu des millions d'euros et que tu n'avais pas à te soucier du côté financier, tu aurais eu je sais pas, le courage, enfin, ça t'aurait pas gêné de repartir à cet âge-là et après tes expériences professionnelles, de repartir dans les études? Ça, c'était pas quelque chose qui te faisait peur? Non, parce que ça, c'est lié à ma curiosité d'esprit. Moi, j'aime apprendre en permanence, j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc ça n'aurait pas été un problème de tout remettre à zéro et de repartir dans des études. Ça, c'était pas un vrai problème. Par contre, le deuxième problème, et ça, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai très vite compris en discutant avec le patron de l'atelier, puis une autre personne qui se préparait à ce métier-là, que dans ce domaine-là, il y avait un problème de manque de débouchés, en tout cas en Île-de-France. D'accord. Donc, on m'a très vite dit que si j'étais célibataire, personne d'autre à côté qui peut assurer les arrières, ça allait être compliqué d'en vivre. Et là, je me suis dit, mais encore une fois, le réalisme, c'est très bien, c'est très beau comme métier, mais si je ne peux pas en vivre et si c'est la galère, comment vais-je faire? Oui, ça sert à rien. Enfin, ça décourage. Voilà. Enfin, en tout cas, ça a été un gros point d'interrogation. Et alors, le troisième point, c'était qu'aussi, on m'a dit, mais il n'y a pas de poste salarié dans ce domaine-là. Il faut se mettre à son compte. Et alors ça, je ne l'avais pas du tout imaginé. Je n'avais pas du tout réalisé que ce type de métier, ça ne se fait pas en poste salarié classique. Et ça a été la douche froide. Ça a tout été indirect. Voilà. Et tu J'avais commencé à arriver, ça s'est arrêté là. Tu te voyais vraiment pas du tout monter ton entreprise, être à ton compte, etc. Ça, c'était infaisable pour toi? À l'époque, pas du tout. À l'époque, pas du tout. Et pourquoi? Parce que tout simplement, quitter un CDI, jamais de la vie. Gérer moi-même mon entreprise, mais je ne m'en sentais pas du tout capable. Et c'est vrai que le train-train en entreprise m'ennuyait, mais pour être honnête, ça a apporté mon lot, quand même un lot de confort appréciable. Il y avait un salaire régulier, il y avait des vacances, des chefs qui décident pour moi quand c'est compliqué, il y avait des collègues. Et en fait, à cette époque-là, je ne me sentais pas du tout prête à lâcher tout ça. J'ai l'impression de revoir ce que j'ai vécu, tu sais. Je sais. En même temps, le côté qui saoule, enfin qui embête et voilà, la routine, bon bref, et en même temps, tu dis, enfin bon, quand même, il y a un petit côté sympa. Voilà. Et en tout cas, à l'époque, la balance, elle était clairement en faveur du statut salarié. Ça, c'était évident. Alors, il y avait la peur de quitter un CDI, et en plus de ça, tu rajoutes un problème financier, plus potentiellement des débouchés difficiles au démarrage, en tout cas. Je me suis dit, mais c'est pas raisonnable, niet. Et d'ailleurs, à l'époque, j'en ai pas parlé à personne, je crois. D'accord. En tout cas,
peut-être à une personne, mais c'est tout. En fait, c'était un rêve qui a très vite avorté. Voilà. Mais suite. Mais ça n'a pas été sans suite, en fait, et c'est ça que je voudrais dire. C'est que je me suis dit, bon, ok, cette porte artistique me semble fermée, mais premièrement, je dois remédier à l'ennui. Parce qu'il restait toujours ce problème, c'est que moi, je m'ennuyais et je me sentais enfermée entre quatre murs. Donc, du coup, je me suis dit, puisque tu ne peux pas aller dans ce domaine-là, donne-toi les moyens de progresser dans ton domaine de travail. Et oui, pour que ce soit plus intéressant et que tu sois mieux dans ton travail. Exactement. Donc, moi, mon poste à moi, il m'ennuyait, mais le domaine de travail, donc la formation professionnelle des adultes, intellectuellement, c'était quand même intéressant. Il y avait beaucoup de gens à rencontrer et il y avait du travail. Donc, je me suis dit, il faut progresser. Mais pour progresser, eh bien, il faut avoir des diplômes. C'est comme ça que ça marche en France, en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai repris les études en parallèle, à distance, et que j'ai fait cette licence RH. Et en fait, ça m'a nourri. Donc là, pour le coup, c'était des cours du soir. Enfin là, c'était en parallèle de ton travail. Oui, c'était en parallèle. C'était des cours en e-learning. C'était très bien fait. Et en fait, ça a duré 10 mois, si je me rappelle bien. Après, j'ai eu une semaine d'examen à passer. Donc, j'ai eu ma licence. Donc, j'ai pu mettre Bac+3 sur mon CV. Et en fait, ça a fonctionné. Parce que même pas 2 mois après avoir eu le Bac+3, ça y est, on m'a proposé un poste dans mon entreprise. Donc, en plus, j'ai évolué en interne. Ça, c'était génial. Et on m'a proposé de devenir chef de projet. Voilà. Donc, ça veut dire que j'avais la main sur les projets que je gérais. D'accord. Et alors, ça a été la première chose. Ça t'a changé quand même? Tu t'es sentie épanouie tout d'un coup, au fur et à mesure de ce nouveau poste, ou ça n'a rien changé? Alors si, ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait, ça m'a donné une expérience générale et plutôt riche de la vie professionnelle et aussi des relations humaines, parce que j'ai été amenée à croiser énormément de gens. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, à cette époque-là, était nécessaire pour me nourrir. Et ce sont des choses, en fait, dont je vais avoir besoin pour gérer ma propre entreprise. Tu vois, j'ai appris à faire des devis, j'ai appris à répondre à un appel d'offres, j'ai appris à gérer des marges, des coûts commerciaux, à gérer comment créer une publicité, enfin, ce genre de choses. Et oui, en fait, c'était intéressant. Oui, c'est pas des choses c'est pas des choses qui sont perdues. Ah non, pas du tout. Ce sont des années qui ont été très précieuses, donc je les renie pas du tout. C'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas trop encore où j'allais, mais au moins, je me nourrissais. Et ça, c'est important. Et puis, j'ai continué en parallèle aussi de nourrir mes fibres artistiques. J'ai continué de beaucoup peindre. J'ai beaucoup profité de l'offre culturelle à Paris, des musées, des concerts. En fait, je me suis littéralement imbibée de courants artistiques divers et variés. Et ça, c'est important, parce que maintenant que je vais être amenée à créer des œuvres originales, on ne peut pas créer à partir de rien. On est l'héritier forcément de traditions artistiques différentes pour ensuite créer et forger sa propre patte, hein, si je puis dire. Mais ça ne vient pas du ciel. On a forcément hérité de quelqu'un d'autre, de plusieurs autres d'ailleurs. Donc ça a été une période importante. Et puis, vu que j'avais aussi constaté que le problème financier, c'était un frein, je me suis dit, en fait, si un jour, je veux réaliser un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de reconversion ou même un projet immobilier, hein, peu importe, je me suis dit, mais en fait, ça se prépare. Et du coup, pendant toutes ces années, j'ai patiemment économisé. Donc, c'est très terre à terre, mais j'ai commencé à préparer un potentiel changement. Je ne savais pas trop quoi, mais j'ai économisé. Donc ça, c'était pas perdu. Je vais faire une petite parenthèse. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Et parce que en plus, moi, il m'est arrivé finalement la même chose, mais sans le vouloir. Je mettais de l'argent de côté, mais il était hors de question. J'habitais en région parisienne, il était hors de question d'acheter quelque chose en région parisienne. Mais je me disais, il faut avoir de l'argent de côté. Puis j'avais même pas. Ah si, j'avais peut-être le permis à cette époque-là, mais j'avais le permis, mais j'avais pas d'utilité de voiture puisque je faisais tout en transport en commun. Et puis à horizon, je ne sais pas, si je regardais les années à venir, il n'y avait pas de changement spécifique qui allait arriver. Enfin, je veux dire, j'avais aucun projet spécifique. Et pourtant, je me suis dit, c'est toujours bien d'avoir quelques économies. On ne sait jamais si un jour j'ai besoin
d'une voiture, de ceci, de cela, comme tu dis, d'un projet immobilier. Ou bon, après, en l'occurrence, moi, ça a été pour créer mon entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper et préparer, même si on n'a pas encore un projet ultra précis en tête, avec des dates, etc. Mais voilà, anticiper de cette manière-là, c'est important. Complètement. Donc ça, j'y ai patiemment travaillé. Et puis, le dernier point, c'est qu'en fait, j'ai commencé à travailler sur mon tempérament. Parce qu'en fait, en étant confrontée à ces questions de est-ce que je suis capable de créer mon entreprise, et j'ai été obligée de répondre non, j'ai touché du doigt quand même certaines choses. Et ça, je vais y revenir beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus détaillée. Mais là, à cette époque-là, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Je me suis dit, en fait, si je ne change pas certaines choses, en fait, il n'y a pas grand-chose qui va changer non plus dans ma vie. Les choses ne vont pas changer tout. Voilà, les choses ne vont pas changer toutes seules. Et il y a une certaine frustration, entre guillemets, en moi, parce que il y a des choses que je n'arrive pas à satisfaire. Il y a des possibilités qui ne sont pas épanouies, d'accord. Oui, mais ça va se préparer, en fait. Il faut que je le fasse dans le temps. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé à cette époque-là. Et puis, j'ai quand même beaucoup prié aussi. J'ai beaucoup demandé au bon Dieu de m'éclairer. Je me disais, mon Dieu, mais je me sens faite pour quelque chose, mais pourquoi? À quoi ça doit servir d'avoir des dons, des aspirations? Est-ce que je dois passer ma vie à m'ennuyer? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je n'ai pas eu de réponse tout de suite. Combien de temps? C'était à peu près, pour situer, combien de temps tu as mis à être en train de préparer tout ça? C'était quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de te lancer ou... Ah non, ça a commencé il y a 10 ans. En fait, il y a 10 ans, quand j'ai eu cette première idée de changer de métier, qui a tout de suite avorté. Après, c'est resté tout le temps en arrière-fond. D'accord. Vraiment régulièrement. C'est revenu régulièrement. Alors, c'est tout bête, hein, mais par exemple, si je tombais sur le reportage de quelqu'un qui racontait une reconversion, en fait, ça me travaillait. Je me disais, mais j'aimerais bien, mais je ne me sens pas capable. Et du coup, je me disais, allez, il faut vraiment travailler sur moi-même. Il faut que je pose des jalons petit à petit. Alors, je ne sais pas encore vers quel métier je vais, je ne sais pas dans quelles conditions matérielles, etc. Je ne sais pas où, avec qui, mais j'essaie d'avancer quand même dans ce qui est possible à m'apporter à ce moment-là. D'accord. Une dernière chose, alors c'est vrai que j'étais convaincue, moi, que j'étais faite pour quelque chose d'autre que le métier que j'exerçais, mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, c'est un peu personnel, mais je savais que j'étais faite pour autre chose. Et pour ne pas rester sur cette frustration, je dirais du point de vue spirituel, moi, j'ai aussi beaucoup médité sur le fait que ce ne sont pas nos actions en tant que telles qui sont précieuses, mais l'amour avec lequel on les accomplit. Et là-dessus aussi, je me suis efforcée vraiment de changer ma manière de voir les choses. Dans ton travail que tu étais obligée de faire. Voilà, et je pense que c'est utile de le partager. Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'accepte sereinement ma situation d'insatisfaction par amour. C'est vrai que c'est bien de se poser des questions, mais il ne faut pas non plus se tourmenter. Et il faut aussi accepter de faire des choses, d'avoir un quotidien qui est parfois ennuyeux. Mais si on le fait par amour, en attendant, ce n'est pas perdu pour l'éternité. Oui, j'allais dire. Ça, c'est voilà, du point de vue spirituel, c'est vachement important. Disons que c'est bien pour... c'est exactement ce que tu dis. C'est en attendant, c'est sûr que c'est pas perdu. Après, à nous quand même de nous bouger quoi, pour trouver notre voie, notre vocation et faire des choses qui ont du sens. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va à croiser et de toute façon, ça a de la valeur. Voilà, en fait, pour résumer, c'est un petit peu « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Voilà. Et donc, du coup, j'ai continué de chercher par-ci, par-là, de me nourrir, de chercher des idées. J'ai été, je pense, à quasiment tous les salons du patrimoine à Paris dans ces années-là, donc au Carrousel du Louvre. Je le recommande à celles qui sont sur Paris et qui cherchent des idées de métiers d'art. C'est absolument fabuleux. Et en plus, on peut discuter avec les artisans d'art. Il y en a certains qui font des démonstrations. C'est passionnant. Et donc aussi, je voudrais rajouter une chose, c'est que moi, ce n'est pas un dégoût de l'entreprise qui m'a fait me dire je vais devenir indépendante. Parce qu'il y a des gens parfois qui témoignent et qui disent j'en ai eu assez d'être manager, j'en ai eu assez de la situation dans mon entreprise et du coup, je me mets à mon compte comme ça, je suis tranquille. Moi, ça n'a pas été ça. Même si j'ai pu connaître des moments difficiles en entreprise ici et là, j'ai quand même vécu 2 rachats d'entreprises, des restructurations, donc ce n'était pas tout rose non plus, mais ça n'a pas été une réaction. Moi, ça a été vraiment une quête de pourquoi je suis faite et
qu'est-ce que je dois faire pour épanouir les talents que j'ai reçus. Exactement. Voilà. Et un déclic qui a fini par beaucoup peser dans la balance, en fait, c'est d'entendre de plus en plus de gens me dire « on aime tes œuvres, et si tu te lances, ça marchera ». Ou bien tes images m'aident à prier, ou encore pourquoi tu n'en fais pas ton métier. Voilà, tout ce genre de retour, de réflexion, ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, s'ils me le disent, c'est que ça doit être vrai. Et ça m'a donné du courage pour me lancer. Ça m'a aidé. Alors, j'hésite à dire quelque chose parce que je me dis ça peut être vraiment à double tranchant. Oui. Je trouve ça bien, en fait, de demander. Enfin, là, en l'occurrence, tu n'as pas demandé l'avis des autres, mais c'est les gens qui te faisaient des retours sur ton travail. Mais je sais que à la fois, ça peut nous permettre de nous rendre compte de prendre du recul sur nos propres capacités ou sur ce qui manque éventuellement. Je parle dans mon cas, tu vois, pour Femme à part. Je me dis, bah, il y avait un manque, il y avait quelque chose, et toutes les remarques qu'on me faisait, etc. Et je me disais, mais en fait, je sais que je peux aider là-dessus. Et les retours que j'avais, voilà, ça m'a encouragée. Mais on peut aussi tomber sur des gens qui ne comprennent absolument pas le projet, qui ne sont pas du tout dedans. Et moi, je me souviens du mari d'une amie qui m'avait, quand j'avais parlé, alors je pense que je parlais de la création du blog, je parlais même pas de la création de la marque de vêtements, je parlais de la création du blog, donc c'est quelque chose quand même qui n'engageait rien en fait, puisque je gardais mon travail et je créais quelque chose de gratuit, enfin je veux dire, je vendais rien, enfin voilà, vraiment, ça n'engageait pas grand-chose. Et je me souviens encore, donc ça devait être vers 2015, puisque j'ai lancé le blog en 2016. Donc, on est quand même 10 ans après, quasiment. Et je me souviens, je le vois encore me dire « Ah, tu crois que ça va intéresser quelqu'un ?» Mais il ne le disait pas méchamment, hein. Lui, c'était vraiment une question est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là? Alors, heureusement, j'étais sûre de mon truc, je l'avais déjà bien médité, etc. Et j'avais déjà bien réfléchi, je me suis quand même lancée. Mais donc, je me dis, ça peut être à double tranchant, le fait de demander, d'avoir des avis extérieurs. À la fois, ça peut. Et en même temps, je me dis, bah, c'est très bien, justement. Je me dis, si j'avais mal réfléchi à mon projet, le fait que cette personne-là, cet homme-là, le fait qu'il m'ait dit, est-ce que tu penses que ça va intéresser quelqu'un? En vrai, si j'avais pas bien réfléchi à mon projet, c'est bien, ça m'aurait fait réfléchir, j'aurais encore cherché, je me serais encore renseignée. Donc bon, ça peut être intéressant, mais attention à pas non plus se laisser enfermer par les avis des autres. Exactement, et ça, tu fais bien de le souligner. En fait, il ne faut pas être dépendant du regard des autres ou de leur avis. Et ça, c'est quelque chose, cette indépendance d'esprit, il faut la travailler. Voilà. Donc peut-être que maintenant, je vais commencer à parler un petit peu plus en détail de ce travail sur le tempérament que j'ai effectué. Donc, bon, c'est personnel, c'est mon tempérament en moi, je le précise, hein, pour celles qui nous écoutent. Mais de manière générale, je pense que ça reste vrai. Après, c'est à chacune de trouver les applications pour son tempérament à elle. En fait, moi, ça a commencé donc, il y a une dizaine d'années. Donc, comme je le disais, quand j'ai pris conscience que je n'avais pas été forcément capable d'aller jusqu'au bout du changement de métier. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le bon métier, ce n'était pas les bonnes conditions. N'empêche que je me suis rendu compte que si je ne faisais pas quelque chose sur moi, ça ne marcherait pas. Et après, c'est en 2020, grâce à toi, que j'ai un petit peu mieux systématisé tout ça, si on peut dire, parce que je crois que c'est à cette époque que tu as commencé à parler d'Alexandre Diani-Navarre. Oui. Et j'ai prêté beaucoup attention, en fait. J'ai lu plusieurs fois, j'ai écouté plusieurs fois ce que tu disais. J'ai fini par acheter un de ses livres en 2020, juste pour voir. Et puis après, j'ai acheté les autres. Pour celles que ça intéresse, ils sont tous sur la bibliographie du blog. Vous allez sur femmeapart.com, bibliographie. Vous tapez en mots-clés Alexandre ou Diani Navarre, vous trouverez, il y en a plusieurs. J'ai fait des articles et des podcasts sur ces livres aussi. Tout à fait. Voilà, donc je recommande vraiment. Alors, moi, je connaissais déjà mon tempérament, donc ce n'était pas une découverte. Mais en fait, ce qui a été nouveau pour moi en le lisant, c'est de comprendre qu'on a tous un tempérament de base qui est biologique. On est avec ça et contre ça, on peut pas le changer. Ça, c'est une chose. En revanche, il nous appartient de forger notre personnalité ou notre caractère. Et comment? Par l'acquisition des vertus et plus précisément les vertus qui vont venir équilibrer notre tempérament, qui a ses forces mais aussi ses faiblesses. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai même fait un tableau. Et je me rappelle que j'ai fait des cases et j'ai mis tout ce qu'il disait. Donc, j'ai un petit peu systématisé ce qu'il disait. Et je me rappelle que j'ai encadré ce qui me concernait et j'ai dit, OK,
Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et du coup, j'ai mis des mots sur ce qui m'avait manqué il y a une dizaine d'années. C'était de voir grand, donc en gros, de s'autoriser à rêver. Donc, voir grand pour pouvoir agir grand. C'est quand même énorme. Hein. En tout cas, ça a été un moment important, je me rappelle très bien. Parce que j'ai compris que je ne trouverais pas ma voie si je ne travaillais pas là-dessus. C'est hyper donc, en d'autres mots, voilà, je ne m'autorisais pas à avoir des rêves et donc à les réaliser. Et donc, en fait, pendant toutes ces années-là, et surtout les dernières années, donc à partir de 2020, il y a plein de petites choses que j'ai mises en place. Alors, je vais donner des exemples concrets qui m'ont aidé à aller vers ce qui me manquait. Donc, ne pas craindre d'explorer des pistes, tester des choses, passer à l'action, faire preuve d'audace, prendre des risques. Alors, Alexandre Diani-Navarre, il appelle ça le leadership. Donc, je donne des exemples concrets. Oui, et ne pas avoir peur de se tromper aussi. Oui, exactement. De ne pas attendre que ça soit parfait pour Exactement. agir. Bref, je te laisse parler. Voilà. Non, et alors, les exemples concrets, par exemple, j'ai postulé à des postes qui me faisaient peur parce qu'il y avait une part de risque. Donc là, j'ai postulé et je me suis dit, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et je suis allée voir, je suis allée explorer. Je suis aussi allée en soutenance commerciale pour des projets chez des clients avec de grosses conséquences financières, je précise. Donc, c'est quelque chose où j'étais morte de peur intérieurement. Il y avait des gros enjeux. En fait, voilà, il y avait des gros enjeux. Et pourtant, ça s'est très, très bien passé et il y a eu du succès. J'ai travaillé aussi pour atteindre des objectifs commerciaux. Donc, ça veut dire qu'en début d'année, notre manager nous fixe des objectifs à atteindre. Et si on les atteint, on a une prime. Si on ne les atteint pas, on n'a pas la prime. Donc là, il y a une notion de succès et d'échec qui est quand même assez binaire. Donc ça ne me plaît pas du tout, moi, par tempérament. Mais je me suis dit, je vais le faire parce que ça va me forcer à sortir de ma zone de confort. Et je l'ai fait et ça a marché. Je ne dis pas que ça marche toujours. En tout cas, moi, ça m'a aidé à avancer. Et une autre chose qui me faisait peur, c'était de devenir manager. Oui, parce que quand on n'aime pas se mettre en avant, être manager, c'est pas compatible. Ouais, avoir de l'autorité. Voilà. Et donc, non seulement ça a très bien fonctionné, mais j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai découvert que le management, ça exigeait la pratique de beaucoup de vertus. Moi, ça m'a beaucoup fait grandir. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Oui. Non seulement c'est quelque chose qui te faisait peur, que tu as un peu fait pour un défi personnel. Oui. Non seulement tu t'es rendu compte que tu réussissais, mais en plus que ça te plaisait. Enfin, c'est fou qu'on soit effrayé par des choses qui, en fait, après, vont nous plaire, quoi. Non, parce qu'en fait, on s'en fait toute une montagne. Moi, je l'ai vu très différemment. Alors, je n'ai pas d'enfant, hein, je suis célibataire. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une forme de maternité. Alors, jusqu'à un certain point, hein, parce que je l'ai vu comme une responsabilité vis-à-vis de mon équipe, dans le sens où on doit être un modèle. On doit tirer vers le haut et on doit aussi laisser chacun se révéler et les aider à trouver leur voie. Dans le domaine professionnel, hein, attention, je précise, on reste là dans le domaine professionnel. Il n'y a pas d'intrusion dans le domaine personnel. Mais en tout cas, le management vécu comme cela, c'est très équilibrant et c'est très épanouissant. Et je pense que les entreprises manquent beaucoup de managers qui ont cette ambition-là. Voilà. Donc ça, c'est une des choses que j'ai testées et qui m'ont fait grandir. Et puis sinon, je me suis aussi engagée dans des œuvres, donc dans la paroisse. Je me suis portée volontaire pour assumer certaines responsabilités et je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Donc ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Donc, de manière générale, j'ai essayé de ne pas rester au stade de voir grand, d'imaginer des choses, mais de passer à agir grand et de prendre ma place selon mes possibilités, mais autant que la prudence le demandait, évidemment. Bon, j'en ai parlé d'ailleurs je ne sais pas quand est-ce que sera publié ce podcast par rapport aux autres, mais dans les podcasts que j'ai déjà enregistrés pour cette thématique du mois de juin, justement, il y en a un où je parle du passage à l'action, du fait de ne pas rester dans les rêves, mais de se donner les moyens concrètement d'y aller. Et c'est exactement ce que tu as expliqué là. Voilà, tu as pris des résolutions très concrètes, très terre à terre. Et tu as eu le courage de prendre ce qui était pour toi des risques à cette époque et de te lancer un peu. Et n'empêche que c'est comme ça que les choses bougent. Après, ça ne veut pas dire que ça t'enferme de nouveau dans une case et que tu vas être obligé d'être manager toute ta vie parce que tu as pris ce défi. Voilà. Mais au moins, tu as essayé des choses et ça t'a donné du courage pour d'autres choses.
Oui, et puis ça m'a équilibrée, ça m'a épanouie, et parce qu'en fait, au-delà du bien que cela me faisait à moi, cela m'a poussée à m'ouvrir, à me donner et à rayonner. Et là, c'est vraiment en lien avec le travail que tu fais, Thérèse. Moi, je pense que c'est tellement important pour une femme de ne pas être étriquée, parce qu'on a une responsabilité dans notre champ d'influence, dans la société, même si on n'est pas appelé à faire des choses extraordinaires, hein. Mais en tout cas, c'est important d'essayer d'occuper sa place et de rayonner, de se donner. Voilà. En tout cas, moi, j'ai quand même dû attendre l'âge de presque 40 ans pour mettre des mots sur ma mission. C'est long, mais ça ne s'est pas fait tout seul, hein, encore une fois. Et puis, entre-temps, j'ai quand même vécu, et j'ai vécu des choses magnifiques. Mmh. Oui, c'est ça qui est bien, qui est beau et encourageant pour Oui. ceux qui nous écoutent. Complètement. Et donc, quand en 2022, il y a eu le dernier déclic où là, tout s'est enclenché, où je suis passée à l'action et finalement, c'est allé assez vite. En fait, à ce moment-là, j'étais prête et j'étais mûre humainement, en tout cas sur pas mal de plans. Et c'est pour ça que j'ai été capable de passer à l'action sans devoir enclencher une énergie folle. C'est venu assez facilement. Voilà. Parce que tu t'étais préparée déjà Exactement. dans des manières différentes. Voilà. Et puis, donc, peut-être que je vais raconter les dernières étapes du projet, donc comment ça s'est Ah fait. bah oui. Voilà, je reprends le récit un petit peu. Donc, en 2022, bon, à l'époque, j'avais plus ou moins lâché prise sur je m'ennuie, pourquoi je suis faite, etc. Je m'étais plus ou moins décidée à me contenter de mon quotidien. Bon, ça, je le dis très clairement, hein. Mais je cherchais à m'épanouir en parallèle, artistiquement. Donc, je faisais beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et puis, à cette époque-là, je cherchais un atelier de peinture près de chez moi pour rencontrer d'autres personnes et pas le faire toute seule chez moi. J'ai rien trouvé, en tout cas rien qui m'intéressait. Et de fil en aiguille, par des recherches sur Internet, je suis tombée sur une publicité pour des ateliers d'initiation au vitrail. Alors, c'était un peu loin, 50 minutes de route, aller-retour, hein, donc c'était quand même pas mal. Mais ça a fait tilt. Et en fait, ça a fait écho à plein de choses. Alors, de manière assez lointaine, il y a le fait que mon parrain, qui était aussi mon grand-père, a été un grand amoureux et un grand amateur de vitraux. Donc, c'est lui qui m'avait initiée à comprendre les symboles de l'Histoire sainte et les épisodes de l'Histoire sainte en lisant des vitraux. C'est quand même pas très commun. Et puis, chaque année, je me rappelle très bien qu'au Salon du patrimoine, je voyais les étudiants en vitrail faire des démonstrations et ça me faisait très, très envie. Mais en fait, là, je me fermais toute possibilité en me disant bah, c'est trop tard, donc je m'interdisais de rêver. Et je me détournais du stand pour ne pas souffrir. Donc, tu vois un peu où j'en étais. Voilà. Donc, j'ai vu cette publicité pour le vitrail. Et très vite, j'ai eu dans la tête un petit vélo qui tournait, une petite voix qui me disait ça y est, c'est le métier que tu cherches. J'ai pas stoppé, mais je n'ai pas non plus accéléré. Je me suis dit allons-y avec prudence, testons. Donc, première étape, je me suis inscrite aux ateliers pour voir la réalité de ce métier, de cette discipline artistique. Et dès le premier cours, j'ai su que j'allais aimer ce métier, ce matériau extraordinaire qu'est le verre, toutes ces couleurs, toute cette tradition artistique absolument fabuleuse. Et donc, pendant une année, j'ai pris les cours et j'ai constaté qu'en fait, je progressais très, très vite. Donc ça, c'était très, très encourageant. Deuxième étape, très, très vite, je me suis renseignée auprès d'ateliers et d'organismes de formation. J'ai été sur place à Paris pour visiter 2 ateliers qui forment des gens en reconversion. J'ai été poser énormément de questions. J'ai aussi appelé des professionnels qui s'étaient mis à leur compte après s'être reconvertis, donc qui ont vécu la même chose. Et en fait, je voulais vérifier les débouchés. Je voulais avoir un son de cloche réel sur le quotidien concret. Et voilà, donc j'ai très vite compris qu'à mon âge, il faudrait se mettre à son compte, donc, toujours le même sujet, mais j'ai décidé de ne pas me focaliser là-dessus tout de suite. Donc j'ai mis de côté, donc j'avais quand même progressé. Je me suis dit, ok, mais je mets de côté, on va d'abord aller jusqu'au bout des autres questions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, il y aurait du travail si je m'en donnais les moyens, si on avait du talent. Bon, on ne roulera peut-être pas sur l'or non plus, parce qu'il faut beaucoup travailler, comme dans tous les métiers manuels, mais on peut vivre. Et il y a du travail, surtout en France. Donc, c'était un premier point validé, au moins en principe.
Troisième étape, avec tous ces éléments, j'ai réfléchi. Parce que là, j'avais une décision à prendre. Et puis, elle était quand même lourde de conséquences. Il y avait plusieurs questions. Alors, une question très terre-à-terre, c'est est-ce que j'accepterais de réduire mon train de vie? Ben oui, parce que si je gagne moins ma vie, parce que moi, j'étais quand même manager et responsable de formation, donc je n'avais pas non plus un salaire de fou, mais je gagnais bien ma vie. Donc là, ça veut quand même dire, d'une certaine façon, accepter de vivre avec un train de vie beaucoup plus réduit. Donc, bon, je me pose la question et je me dis, ben, on va tester. Et donc, pendant 1 an, j'ai volontairement restreint mon train de vie. Et j'ai fait comme si je ne gagnais que le SMIC. D'accord. Voilà. C'est une bonne idée. Tout le monde ne ça. peut pas se le permettre. Hein, ça, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Excuse-moi, Thérèse, je n'ai pas entendu. Non, je disais, c'est une très bonne idée de faire ça. J'y ai jamais pensé. Oui. J'aurais jamais pensé à ça. En tout cas, moi, je l'ai fait parce que c'était une question qui était importante pour moi et je pouvais me le permettre. Bon, c'est vrai que j'ai un très gros loyer, donc c'était pas facile. Mais je l'ai fait et j'en ai pas été malheureuse ou frustrée. Et puis, en parallèle, ça a positivement amélioré mon épargne. Donc, d'une pierre deux coups, ça sécurisait un éventuel changement de vie. Et puis, sur le plan spirituel, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait vraiment que je travaille sur l'esprit de pauvreté. Parce que, en fait, je vivais dans un confort douillet dont je ne m'apercevais même plus. Et honnêtement, ça m'a coûté de me dire, potentiellement, je vais aller habiter dans un appartement plus petit, je vais devoir me débarrasser de ceci ou de cela, peut-être que je ne vais pas pouvoir partir en vacances au début, telle chose un peu vieille, en fait, elle peut encore faire l'affaire, j'économise et je mets de côté. Voilà, et moi, personnellement, ce sont des choses qui m'ont un peu coûté, mais ce n'était pas insurmontable. Hein. C'est pas glorieux de raconter tout ça, mais en vrai, c'est des choses très terre-à-terre et moi, ça m'a amené à faire du ménage dans mes besoins matériels. C'est ça, en fait, que je veux dire. J'ai fait du ménage. Alors, c'est loin d'être fini parce qu'on peut toujours progresser. Ça rejoint ce que tu dis parfois dans la pratique d'un certain minimalisme, entre guillemets, à adapter en fonction de la situation de chacune. Moi, ça m'a allégé l'esprit. Et puis, ça m'a encouragée. Je me suis dit, OK, ça peut marcher. Autre question, est-ce que mon épargne va me permettre de financer l'atelier et puis les premiers mois d'activité? Donc là, c'est très simple. Je me suis posée, j'ai pris une feuille et j'ai fait des calculs. Donc, j'ai échangé avec les professionnels pour savoir un peu quels outils il faut, quelles machines il faut acheter, quels sont les besoins matériels. J'ai calculé mes futures charges et dépenses, hein, grosso modo. J'ai aussi estimé combien de mois d'autonomie financière je voulais m'assurer pour démarrer sans trop de stress. J'ai fait des opérations de calcul et ça m'a donné à peu près le montant minimum à avoir de côté. Et puis après, j'ai pris un calendrier. Je me suis dit, OK, je peux me lancer à telle période. Voilà. Donc, c'est très pragmatique. Hein. Ça, c'est une facette de ma personnalité. Mais comme je voulais me sécuriser au moment de me lancer dans une vie où il n'y a plus rien de très, très certain, voilà, j'ai fait cet effort-là. Et moi, je me suis dit, OK, c'est bon. C'est raisonnable, en tout cas. C'est prudent de me lancer. Autre question, est-ce que je me vois créer mon entreprise? Grosse question. Bon, là-dessus, j'avais quand même évolué, hein, parce que dans mon poste précédent, j'ai accompagné énormément d'indépendants dans leurs projets de formation. Et en discutant avec eux, en m'intéressant à la réalité, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais progressé et que j'étais capable de comprendre beaucoup de sujets administratifs, juridiques, commerciaux, réglementaires. Je suis capable. Donc, je me suis dit, OK, je peux le faire. Et au final, je me suis aussi rendu compte que ça allait me donner une liberté pour réaliser mes projets, une liberté que je n'aurais pas en tant que salarié. Voilà, donc au début, ça n'a pas été un grand enthousiasme, mais maintenant, je dirais que c'est une facette qui commence à me plaire. De me dire, je vais avoir mon atelier, je vais créer quelque chose de nouveau, je vais le faire comme je l'entends, et peut-être qu'un jour, j'aurai des apprentis, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez enthousiasmant. Tu y prends goût, finalement. Exactement, j'y prends goût petit à petit. Voilà. Et être indépendant, ça tu le sais, Thérèse, c'est aussi accepter le fait qu'il y aura une certaine incertitude sur le lendemain. Donc ça, c'est quand même une question qui, moi, m'a beaucoup travaillé. Parce qu'avec mon tempérament, on n'aime pas l'incertitude. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que je peux savoir d'avance, ce que je contrôle, ce que je planifie ou que je décide. Et là aussi, j'ai compris que de toute façon, changement de métier ou pas,
il est nécessaire de m'abandonner réellement à la providence. Je veux dire, vraiment remettre mes soucis au bon Dieu. Et ça, que je reste salariée ou pas. Donc, c'est un travail à faire aussi. Et le fait d'être seule, ça te gênait, t'angoissait, te questionnait ou pas? Le fait d'être seule à gérer ton entreprise, seule au quotidien, enfin voilà quoi. Non, ça, c'est quelque chose qui colle avec mon tempérament, justement. J'apprécie la solitude. C'est parce que c'est là que je me ressource. C'est comme cela que je suis créative. En revanche, moi, j'ai fait très attention à ne pas être isolée. Et ça, c'est différent. Oui, oui. Voilà, je sais que je vais travailler seule dans mon atelier. Je vais être seule à mon compte. Hein, voilà. Par contre, j'ai fait attention aux conditions dans lesquelles je vais travailler. Je vais habiter pas très loin, en tout cas très très proche d'amis que je salue au passage et je pense qu'ils vont nous écouter dans le podcast. Voilà, j'ai fait attention à ne pas être complètement isolée au fin fond de la campagne. Je vais vivre à la campagne, mais entourée d'amis et de gens que j'apprécie. Et puis, autre facette aussi de mon métier, en fait, il y a une partie du travail qu'on fait seul dans l'atelier, mais en vrai, après, sur place, il y a aussi beaucoup de travail qui se fait en échangeant avec les architectes, avec les clients, avec des menuisiers, avec des ferronniers, avec des maçons. En fait, on est en relation avec plein de corps de métier. C'est juste que ces contacts-là vont se faire de manière très différente de ce qu'on peut avoir en entreprise où c'est cadré, on rentre chez soi et on passe à autre chose. Là, c'est différent. D'accord. Voilà. Donc, et puis, oui. vas-y. Ensuite, peut-être que je voudrais juste citer 2 questions que je me suis posées. Qu'est-ce que je vais faire en cas d'échec? Oui. Voilà, parce que c'est une question qu'il faut se poser, je pense, quand on se lance. C'est pas s'imaginer que ça va forcément marcher. Donc moi, je me suis dit qu'en fait, j'avais assez de compétences pour retrouver du travail. Et comme je suis célibataire, j'ai quand même une certaine marge de liberté pour bouger et rebondir. Donc j'ai anticipé cette question-là et j'ai en fait considéré une possibilité d'échec ou de succès en demi-teinte. Et je me dis, en fait, ce ne sera pas un drame si ça arrive. Ce qui serait vraiment un drame pour moi maintenant, ce serait de ne pas tenter l'aventure. Ça, ce serait vraiment dommage. D'accord. Et la deuxième chose dont tu voulais parler, tu as dit 2… Oui. Et la deuxième chose, c'est que je me suis vraiment posée à un moment donné et je me suis dit, bon, si je lance quelque chose, qu'est-ce qui va m'animer? Pourquoi, en 2 mots, hein, pourquoi je vais le faire? Et quelle va être la vision d'entreprise, entre guillemets, que je veux avoir et que je veux mettre en place. En fait, j'ai travaillé sur vraiment la raison d'être de mon métier. Et moi, je me suis dit, en fait, être artiste, c'est… en fait, on a reçu des talents, on a une responsabilité, une mission qui est d'amener les gens vers des réalités invisibles, vers le beau, le vrai, le bien. Moi, je l'ai formulé comme ça. Et dernièrement, tu parlais de podcast, dans le podcast, tu parlais de la beauté. Alors, tu parlais surtout de la beauté de la femme. Et moi, j'ai transposé dans mon domaine et j'aime beaucoup la citation de Marie Kérousse que tu as mentionnée. Dans un monde envahi par la laideur, combattre le mal par la beauté. Oui. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va m'animer. Et j'ai trouvé que c'était important de me poser pour y réfléchir parce que après, je pense que je vais être prise dans le tourbillon des activités. Je vais être embarquée dans plein de choses très terre à terre. Mais je pense que c'est important d'y réfléchir parce que ça va rester la raison d'être de ma future entreprise, le socle. Et j'espère vraiment que je ne vais pas l'oublier. C'est beau. Moi, je ne sais pas quoi dire après ça. Il reste encore pas mal de choses à faire parce que là, actuellement, je suis au stade de la formation. En fait, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? En fait, j'ai annoncé à ma famille, à mes proches et à mon employeur que j'allais changer de métier. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu un soutien incroyable et unanime et ça a été très encourageant. J'ai aussi travaillé sur des choses très concrètes comme études de marché, budget prévisionnel, business plan. J'ai fait une demande de financement pour ma formation. Je me suis inscrite à l'atelier. La semaine prochaine, je vais passer mon CAP. Voilà, donc c'est beaucoup de choses très concrètes maintenant dans lesquelles je suis. Donc là, je passe vraiment à l'action. Et là, tu n'es plus l'objectif… salariée.
Oui, je ne suis plus salariée. Là, je suis en formation et l'objectif, c'est d'ouvrir mon atelier officiellement début 2025. Alors, je serai dans le Calvados, mais il y aura aussi une boutique en ligne et je pense que je vais aussi me déplacer, notamment pour les marchés de Noël ou toutes sortes de ventes dans des salons, des expositions. Et l'idée pour moi, c'est de proposer bien sûr de la création et de la restauration de vitraux, mais je ne voudrais pas me cantonner que à cette activité-là. Je voudrais aussi proposer toute une gamme d'objets décoratifs en verre, religieux et profanes, pour proposer à tout le monde d'avoir du beau chez soi. Ça, c'est vraiment mon idée. C'est trop beau. Ça fait rêver ce que tu dis. Bon, bien sûr, on vous met le compte Instagram de Marie, donc la Grâce d'un vitrail. S'il y a d'autres choses entre-temps, mais je pense pas encore parce que ton site, tu vas pas le faire tout de suite. Non, c'est trop tôt. Mais en tout cas, n'hésitez pas à la suivre. Pardon, sur Instagram. On vous met le lien en barre d'infos, déjà pour aller la soutenir. Si vous avez peut-être des questions à lui poser aussi par rapport à son parcours, à toutes les décisions qu'elle a prises, son changement de vie, etc. Et comme ça, vous serez mis au courant, bien sûr, quand dès que Marie lancera sa boutique, lancera son activité vraiment. Donc comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc n'hésitez surtout pas à aller la suivre. Et elle fait un super boulot. Moi, j'ai déjà vu plein de... Moi, j'en mettrai peut-être C'est gentil. de ton travail là sur les vitraux, mais c'est juste magnifique. Et comme tu dis, c'est remettre aussi du beau dans le monde. Enfin, au-delà du travail artistique, tu t'es donné une mission derrière. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui nous anime. Et je pense que c'est ce qui aide aussi à se lancer, à faire tout le travail que tu as fait. Là, je parle de façon générale, mais pour les gens qui veulent peut-être changer d'orientation professionnelle ou se lancer dans une activité. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'on réussit à surmonter. D'une part, quand on est prêt vraiment à travailler, à changer, à se remettre éventuellement en question, enfin à faire un travail sur soi, sur son tempérament, enfin sur son caractère comme tu l'as fait. Et aussi le côté avoir une passion et se donner une mission derrière, ça donne vraiment envie en fait d'y arriver parce qu'on voit un objectif qui est pas juste tiens, faut que je gagne de l'argent, faut que j'ai de la gloire ou je sais pas quoi. Non, on a vraiment une mission qui nous tient à cœur, donc forcément ça nous entraîne et ça nous motive. Donc merci Marie pour ce beau témoignage. Je pense qu'on aurait Merci beaucoup Thérèse. On aurait pu encore dire plein de choses. Peut-être qu'on fera un épisode 2 quand tu seras déjà installée et tout. Retour sur expérience. Voilà, pour un petit retour sur expérience. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast, si vous avez des choses, des questions à poser à Marie, si vous-même vous avez vécu des changements d'orientation comme ça, ou d'avoir trouvé votre vocation, votre mission sur cette terre, les talents que vous devez faire fructifier et comment. Et n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Et puis celles qui veulent enregistrer des podcasts avec moi, pas forcément sur ce sujet de reconversion professionnelle, mais votre témoignage, il y en a déjà beaucoup sur la chaîne. Je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup. Donc celles qui veulent témoigner sur d'autres sujets, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Mon adresse est dans la description. Merci beaucoup Marie. Je ne sais pas si tu avais un petit mot à ajouter pour la fin ou si c'est bon, tu avais dit tout ce que tu voulais. Non, merci beaucoup Thérèse. Et je voudrais juste encourager toutes celles qui cherchent leur voie à ne pas se décourager et à poser patiemment toutes les pierres qui vont un jour peut-être former un très bel édifice. En tout cas, tous les efforts qu'on fait ne sont jamais perdus. Ça, c'est le mot de la fin. Ah, merci Marie, merci beaucoup. Et merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.